Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal dont voici le sommaire. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'engage à réhabiliter 38 000 km de routes agricoles en 2025 pour dynamiser les zones rurales. Le chef de l'État l'a annoncé ce mercredi 11 décembre 2024 lors de son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. La première ministre Judith Suminwa a reçu le mardi 10 décembre une délégation de l'Association congolaise des banques ACB conduite par sa présidente Marie-Gabrielle Kalinga Opéré, DG de Standard Bank. Il était question pour la chef du gouvernement d'évaluer les efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère, notamment la baisse de prix de produits pétroliers. Au moins 8 miliciens Mobondo ont été tués lors des affrontements la nuit de lundi à mardi au village Ibuka dans les territoires de Popokabaka dans la province du Kwango, a annoncé l'armée. Elle dit avoir capturé 2 autres miliciens dont un blessé et récupéré 5 armes. Une fois de plus, bonsoir. Je l'annonçais dans le sommaire, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'engage à réhabiliter 38 000 km de routes agricoles en 2025 pour dynamiser les zones rurales. Le chef de l'État l'a annoncé ce mercredi 11 décembre 2024 lors de son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Un plan ambitieux pour réhabiliter les infrastructures rurales en 2025 dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires PDL 145T. Suivi. Honorable président de l'Assemblée. Dans son discours annuel sur l'état de la nation au Palais du Peuple, Félix Tshisekedi a dévoilé un plan ambitieux pour réhabiliter les infrastructures rurales en 2025 dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires PDL 145T. Le chef de l'État s'est engagé à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole prévues dans le PDL 145 territoires ainsi que 11 423 km des routes prioritaires supplémentaires en un délai d'1 an. Ces travaux seront accompagné du déploiement de brigades routières dans chaque province pour assurer un entretien régulier, a précisé Félix Tshisekedi. Ces programmes incluent également l'aménagement de 11 432 km de voies navigables destinées à la desserte agricole et la construction d'entrepôts portuaires adaptés. Ces initiatives visent à désenclaver les bassins de production, dynamiser les économies rurales et renforcer la sécurité alimentaire à travers le pays. Le projet de loi des finances 2025 soumis à l'examen du Parlement alloue des ressources importantes à ces investissements. Les travaux incluent également l'installation de réseaux d'eau potable et des microcentrales photovoltaïques ainsi que la construction de marchés modernes et d'espaces de vie dans les zones rurales. L'aménagement de voies de desserte agricole jouera un rôle clé dans la transformation du secteur agricole, l'amélioration des revenus des ménages ruraux et le bien-être des populations, a déclaré le président en soulignant l'importance de cette stratégie pour atteindre les objectifs de développement national. Tout à fait autre chose. Depuis début octobre dernier, le prix de produits pétroliers ont connu une forte baisse en RDC. Ces résultats obtenus grâce aux efforts du gouvernement souminois dans le cadre de la lutte contre la vie chère a une incidence positive sur le quotidien des Congolais. Le mardi 10 décembre 2024, la première ministre Judith Suminwa a reçu une délégation de l'Association congolaise des banques ACB conduite par sa présidente Marie-Gabrielle Kalinga Opéré, DG de Standard Bank. Commentaire de Viningaligi. Le mardi 10 décembre 2024, la première ministre Judith Suminwa Toloka a reçu une délégation de l'Association congolaise des banques ACB en sigle, conduite par sa présidente Marie-Gabrielle Kalinga Opéré, DG de Standard Bank. Les caucus des banques commerciales partenaires du gouvernement congolais, dont la réussite de cette revue à la baisse du prix du carburant à la pompe, a échangé avec la chef du gouvernement. Les caucus de banques commerciales partenaires du gouvernement congolais, dont la réussite de cette revue à la baisse du prix du carburant à la pompe, a échangé avec la chef de l'exécutif central sur la deuxième phase du financement du manque à gagner dans le secteur pétrolier. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la Première ministre afin de discuter et de s'accorder sur les dernières étapes avant le décaissement par les banques commerciales. Il y a un consortium de banques commerciales
qui ont décidé d'accompagner le gouvernement pour éponger le manque à gagner du secteur pétrolier. Prenant la balle au banc, la délégation de banque a lors de cet entretien exposé à la première ministre souminois quelques préoccupations du secteur bancaire au pays. Oui, nous avons également saisi cette opportunité que la première ministre nous a accordée de présenter quelques doléances que le secteur bancaire rencontre en ce moment, notamment par rapport à la loi des finances 2025, qui apporte quelques changements qui pèsent sur la fiscalité des banques commerciales en RDC. Nous avons parlé également de certains autres problèmes qui sont propres au secteur bancaire. Et la première ministre nous a accordé toute son attention et nous a promis de pouvoir nous aider à trouver des solutions idoines aux problèmes qui touchent le secteur bancaire. Dans la première phase de financement du manque à gagner du secteur pétrolier, 4 banques commerciales accompagnent les efforts de l'exécutif central, à savoir Equity BCDC, Standard Bank RDC, First Bank RDC et Ecobank Congo. Devant la première ministre Judith Suminwa, le caucus des 10 banques a réaffirmé son désir de rester aux côtés du gouvernement dans cette initiative. Je pense que c'est une très belle opportunité pour nous, en tant que banque commerciale, de démontrer notre capacité à accompagner le gouvernement et à travailler ensemble. Pour rappel, dans le programme d'action de son gouvernement, la première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est engagée à garantir l'accès aux services sociaux de base au peuple congolais. C'est dans ces cadres que depuis le 2 octobre dernier, le litre d'essence est passé de 3 340 francs congolais à 2 990 francs dans la zone nord et ouest, et dans la partie sud et est, le litre d'essence est négocié respectivement à 3 856 et 3 776. Une autre action qui contribue sensiblement à la lutte contre la vie chère, cheval de bataille du gouvernement souminois. Parlons sécurité à présent. Suite à des affrontements qui ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi au village Ibuka à Popokabaka dans la province du Kwango, où 8 miliciens Mobondo ont été tués et 2 ont été capturés, 2 autres ont été blessés. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'armée au Grand Bandundu, qui a également rapporté que l'armée intensifie les opérations de ratissage jusqu'au dernier retranchement de ces miliciens. Images et commentaires. Au moins 8 miliciens Mobondo ont été tués lors des affrontements la nuit de lundi à mardi au village Ibuka dans les territoires de Popokabaka dans la province du Kwango, a annoncé l'armée. Elle dit avoir capturé 2 autres miliciens dont un blessé et récupéré 5 armes. L'armée continue avec les opérations de ratissage et de fouilles pour retrouver certains miliciens Mobondo qui ont pris fuite vers le village Ipongi, a indiqué le porte-parole de l'armée au Grand Bandundu, le capitaine Anthony Mwalushai, qui précise qu'un militaire a été grièvement blessé lors de ces affrontements. Le milicien Mobondo ont intensifié leurs activismes ces derniers jours dans plusieurs villages du Kwango. Ces combats, explique l'armée, surviennent après qu'elle a nettoyé le village Kichakala, Goa, le week-end dernier. Samedi 7 décembre, l'armée avait rendu public un bilan de plus de 20 morts lors de ces affrontements. Au total, 17 miliciens Mobondo ont été tués, 4 blessés et capturés par l'armée. 13 armes, dont 11 de type calibre 12, une lance-roquette RPG-7 avec sa roquette et une arme AK-47 et plusieurs munitions de guerre et des cartouches ont été récupérées lors des affrontements qui ont duré plus d'1 heure vendredi, d'après le porte-parole de l'armée. Le capitaine Anthony Mwalushai avait précisé que 4 autres miliciens ont été tués samedi. 9 armes de type calibre 12 et plusieurs cartouches ont été récupérées. 2 de ces soldats ont été tués et 3 autres blessés. Dans le chapitre des commémorations, célébration le 10 décembre 2024 de la Journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme en République démocratique du Congo, un pays plongé dans la guerre dans sa partie orientale depuis plus d'une décennie. Les activistes de droits de l'homme ont émis leur point de vue sur la situation actuelle. Pour eux, cette situation est très préoccupante, allusion faite aux milliers de déplacés de guerre, des mauvaises conditions de détention et autres. Pour ces activistes, la RDC doit profiter de sa présence au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme pour fournir des efforts en cette matière.
Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris, en France, la Déclaration universelle des droits de l'homme est un document servant de feuille de route mondiale en matière de liberté et d'égalité et qui protège le droit de chaque personne. Pour les activistes de droits de l'homme en RDC et précisément à Kinshasa, il y a encore beaucoup à faire pour le respect des droits de l'homme dans ce pays. Plusieurs défis à relever, surtout en ce qui concerne les conditions carcérales des détenus dans des prisons, les conditions de vie des déplacés des guerres et autres. Jonas Chombela, coordonnateur de la nouvelle société civile et du réseau des défenseurs de droits de l'homme et de lutte contre la corruption, insiste sur le fait que le pays ne peut pas parler du respect des droits de l'homme aussi longtemps qu'il y a parfois des interférences politiques dans les affaires judiciaires. Là, la situation des droits de l'homme en RDC, dans un pays en guerre, on ne peut pas parler de respect des droits de l'homme. Vous savez, nous avons des milliers de déplacés à travers la République. Nous avons nos cachots, les lieux où on détient les prisons. Vous connaissez ce qui s'est passé dans nos prisons. Les conditions des détenus ne sont pas des conditions acceptables humainement parlant. Et aussi, l'attitude et le comportement de certains services qui sont censés protéger les droits des liberté des citoyens dans notre pays semble être loin de ce que nous pensons aspirer. Donc la situation n'est pas chaotique, mais elle est inquiétante. Liévin Gibongula, un autre activiste de droits de l'homme, a dressé également un tableau peu reluisant de la situation des droits de l'homme en RDC. Parler des droits de l'homme, c'est parler des 5 droits fondamentaux de l'homme. Il s'agit des droits à la vie, des droits à l'alimentation, des droits à l'éducation, du droit au travail et du droit à la santé et à la liberté. Donc on ne peut pas parler des droits de l'homme sans faire allusion à ces 5 droits fondamentaux de l'homme. Quand vous me demandez l'amélioration, c'est-à-dire que nous devons évaluer les périodes. Est-ce qu'aujourd'hui il y a les droits à la vie au peuple congolais? Est-ce qu'il y a les droits à l'alimentation? Est-ce qu'il y a les droits à l'éducation? Ils ont droit au travail? Est-ce qu'ils ont droit à la santé et à la liberté? Je peux dire approximativement, les Congolais vivent de manière un peu précaire. Après son élection au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, la République démocratique du Congo va avoir l'avantage de faire entendre sa voix et aussi défendre les positions de toute l'Afrique. Les défenseurs de droits de l'homme suggèrent aux autorités du pays de prendre en considération la question des droits de l'homme comme elles l'ont fait avec la justice. Ils ont émis le vœu de voir le gouvernement s'investir davantage pour permettre aux activistes de droits de l'homme et des autorités congolaises à mettre en place des mécanismes de sensibilisation et de suivi pour le respect des droits fondamentaux en République démocratique du Congo. Et dans le même registre, clôture le mardi 10 décembre de 16 jours d'activisme en République démocratique du Congo. À cette occasion, le centre féminin Marie-Antoinette, situé dans la commune de Limete, à l'est de la ville de Kinshasa, organisé en collaboration avec les ambassades des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud, une conférence sur le thème « Arrêtons la violence contre les femmes et les filles ». C'est dans le cadre de la campagne de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre. Bijou Lumuna, une fois de plus. Dans cette salle du centre féminin Marie-Antoinette au reflet rougeâtre que renvoient les t-shirts portés par de jeunes filles et jeunes garçons, s'y prennent des engagements fermes de lutter contre les violences basées sur le genre. Tout est fait de manière à susciter l'engagement de tous les participants. Ces centres organisent des enseignements et entrées à l'éducation et aux violences basées sur les genres, contribuant ainsi à la réduction des cas de cette violence. Cependant, une inadéquation existe entre les moyens d'intervention et la fréquence de cas de violences enregistrés en RDC, d'où cet appel de la directrice générale du centre. Le centre féminin intervient en amont comme en aval, en termes de prévention et en termes de prise en charge. Mais les centres ne disposent pas des moyens conséquents de son action par rapport à la lutte contre les VBG. Et l'occasion nous est donnée de lancer un appel vibrant à tous nos partenaires pour qu'ils voient dans quelle mesure ils peuvent soutenir les centres féminins, pour qu'ils voient dans quelle mesure ils peuvent nous équiper afin que nous puissions
accomplir notre mission correctement. L'appel ainsi lancé a vite trouvé du répondant auprès des partenaires, dont les États-Unis d'Amérique. Par le biais de leur ambassadrice Lucy Tamlin, les USA soulignent leur engagement à accompagner la RDC dans la lutte contre les violences basées sur les genres. La question de l'équité et de l'égalité entre les sexes est la pierre angulaire de la politique étrangère des États-Unis et de notre engagement à faire progresser les droits de l'homme dans le monde. Ces efforts sont particulièrement importants en RDC, où un nombre stupéfiant de femmes et de filles sont des survivants de la violence sexuelle basée sur le genre, et pas seulement dans les zones de conflit. Cette épidémie de violence nuit à tous et à toutes. Les États-Unis s'engagent à poursuivre leur soutien de longue date au peuple congolais, y compris aux survivants de la violence sexuelle. À ce jour, les violences basées sur les genres constituent l'un des fléaux qui rongent les sociétés tant au niveau national que mondial. La RDC enregistre plusieurs cas de violences basées sur les genres, surtout dans sa partie est, à cause de la guerre d'agression rwandaise qui dure depuis plusieurs décennies. Tout à fait autre chose. Sous une pluie battante du mardi 10 décembre, les conseillers communaux de la République démocratique du Congo ont marché pour manifester leur colère. Ils exigent la démission de la première ministre et du gouvernement ainsi que l'harmonisation du cadre de travail, tout en dénonçant la complicité du gouvernement de vouloir le maintenir dans les conditions de précarité. Suivez. Les conseillers communaux de la République démocratique du Congo ont marché sous une forte pluie le mardi 10 décembre 2024 à Kinshasa. Fulminant de colère, ces derniers exigent au gouvernement de la République l'harmonisation du cadre de travail avec le bourgmestre nommé, l'implication totale des télégrammes du vice-premier ministre. De plus, ces derniers dénoncent la complicité du gouvernement de ne pas résoudre leur situation et de les maintenir dans les conditions de précarité alors qu'ils bénéficient du mandat du peuple congolais qui attend d'eux le résultat. Nous, les élus du peuple, élus légitimes, nous sommes conscients des efforts qu'a fourni le président de la République, Félix Tshisekedi, pour que la décentralisation soit une réalité afin d'accomplir la vision du développement à la base. Aujourd'hui, nous dénonçons avec force et énergie la complicité au sommet du gouvernement de vouloir étouffer la vision du président de la République en maltraitant les conseillers communaux, en privant les conseillers communaux de leurs émoluments, conformément à l'article 10 de la loi sur les GTD. Nous dénonçons la mauvaise politique tendant à séparer les conseillers communaux de son appui à la vision du président Tshisekedi. Pour ce faire, les conseillers communaux de la RDC exigent sans tergiversation la démission pure et simple de la première ministre Judith, ainsi que la démission de son gouvernement pour n'avoir pas réussi la question de décentralisation. Les conseillers communaux de la province de Kinshasa ont promis de rester à la primature jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Et puis en société, l'arrestation de présumés bandits armés, communément appelés Kuluna, a été saluée par les victimes des actes de violence lors d'une audience organisée par le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe au nord de la capitale de l'RDC. Au total, 62 présumés bandits urbains arrêtés après un bouclage mené par le commissariat provincial de la police-ville de Kinshasa dans l'opération dénommée Ndobo ont comparu devant ce tribunal le mardi 10 décembre 2024. Quelques victimes présentes lors de cette audience ont témoigné pour dénoncer le mode opératoire de ces bandits et encourager la police nationale congolaise pour leur arrestation. Viningali Junior. Le ministère de l'Intérieur, en étroite collaboration avec la police nationale, a lancé des audiences foraines à travers certains districts de la capitale afin de juger les bandits urbains appelés communément Kuluna et s'assurer qu'ils subissent la rigueur de la loi. Cette initiative vise à dissuader quiconque s'adonne à des activités de banditisme et de terrorisme qui troublent l'ordre public et endeuillent de nombreuses familles. Au tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, ces 62 présumés inciviques, dont un militaire à la
tête d'une bande et son acolyte se sont présentés devant les juges. Les victimes témoins de cette audience foraine ont partagé leur expérience tout en encourageant la police nationale congolaise à intensifier des poursuites de ces genres d'opérations pour traquer tous les autres qui ne sont pas encore arrêtés. Accusés de terrorisme urbain, d'association de malfaiteurs et d'extorsion, ces 62 bandits urbains ont eu l'occasion de présenter leurs moyens de défense devant les juges. Parmi les témoins, Randy Mpoyi, une de nombreuses victimes, a salué l'initiative de la police nationale congolaise qui commence à restaurer la confiance entre les citoyens et les forces de sécurité. C'était la nuit du 4 au 5, je rentrais de la maison, c'était vers 1h du matin. À mon arrivée, j'ai appelé ma mère pour qu'elle m'ouvre la barrière. Et du coup, pendant qu'elle descendait, j'ai prévenu mon frère qui n'était pas à la maison, que moi j'étais déjà rentré, au cas où il rentrait, qu'il me fasse signe pour que je l'ouvre le portail aussi. Et pendant que j'écrivais à mon frère, j'ai vu deux personnes qui me sont sorties par derrière. Un qui m'a touché à mon épaule droite. Pendant que je me retournais pour le regarder. Et il y avait l'autre qui tirait mon sac du côté gauche, à ma main gauche et tout. J'ai tenté un peu de vouloir faire ma résistance. Il m'a brandi un peu la machette. Quand il a brandi la machette, j'ai été obligé de lâcher mon sac. Et j'ai tenté de vouloir prendre la fuite pour alerter. J'ai fait un mauvais pas où je suis tombé. Pendant que je suis tombé, il m'a encore pourchassé, il m'a poursuivi. J'ai ramassé un téléphone, moi je voulais prendre l'autre. Vu qu'il avait la machette, j'ai lâché. Il a récupéré le téléphone, ils avaient aussi un motard. Randy Mpoyi Kamonji n'a pas ménagé ses éloges envers les agents de la police pour leurs opérations qui visent non seulement à décourager ces pratiques criminelles, mais également à inciter les familles des bandits urbains, le Kuluna, à répondre de leurs actes. Je suis arrivé à côté de la maison, j'ai vu une moto avec les gens qui arrachaient de biens aux gens et poursuivaient leur vol. J'ai observé qu'ils avaient également extorqué le bien d'une dame qui s'est mise à pleurer. Et quand je me suis renseigné, elle m'a confirmé que ces gens lui avaient pris son téléphone et j'ai commencé à les suivre jusqu'à les atteindre. Quand ils ont remarqué que j'étais à leur poursuite, ils se sont arrêtés et voulaient s'occuper de moi. Surtout que moi aussi j'étais sur une moto. Ils ont foncé sur moi et je suis tombé et ils ont commencé à me battre. Curieusement, j'étais plus fort qu'eux, mais avec la chute sur la moto, je me suis fracturé et ils voulaient prendre ma moto et on a continué à se battre pour qu'ils ne la prennent pas. Ces présumés criminels ont à plusieurs reprises agressé leurs victimes à l'aide de machettes, ce qui justifie les poursuites qui les visent pour terrorisme, viol et vol. Parmi les bandits, un militaire chef des bandes et son complice civil sont aussi inculpés pour association des malfaiteurs, coups et blessures volontaires, violation de consignes et extorsion des biens. Cette démarche pourrait bien être un tournant dans la lutte contre la criminalité urbaine, posant ainsi le base d'une société plus pacifique et juste. La voix des victimes résonne fortement, affirmant leur droit à la sécurité et à la justice. Toujours en société, la pluie diluvienne qui s'est abattue en début d'après-midi du mardi 10 décembre sur la ville de Kinshasa a perturbé la circulation routière dans la capitale de la République démocratique du Congo. Les eaux de pluie ont envahi les avenues, prenant ainsi au piège plusieurs automobilistes, ce qui a poussé 2 milliers de personnes à marcher à pied malgré les routes inondées. Le détail dans cet élément de nos confrères de l'ACP. Défilent des véhicules à perte de vue. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin au centre-ville de Kinshasa. Impossible de se frayer le chemin dans ces énormes bouchons. Même les motos, pourtant très prisées dans ce genre de situations, ont du mal à circuler. La chaussée est quasi invisible. Dans ces désordres, l'impatient prend le dessus. Vraiment, nous sommes fatigués par cette situation. C'est depuis 14h que j'ai quitté l'avenue Poids-Lourd. Il est 17h22. Jusqu'à présent, je suis toujours dans les embouteillages. Je vais jusqu'à Lupin. La ville de Kinshasa connaît à chaque forte pluie d'énormes bouchons, la faute à l'absence des routes secondaires praticables en cette période. Autre problème, le centre-ville ne fonctionne qu'avec une seule grande artère, le boulevard du 30 juin, avec ses 8 bandes aller-retour. Ce chauffeur de taxi en appelle à la construction d'autres routes de même dimension.
Pour faciliter la circulation, il faut construire de nouvelles routes d'abord, puis des routes secondaires, c'est-à-dire construire d'abord des routes de 4 à 6 bandes et puis des routes secondaires après. C'est ce qui peut nous sortir de cette situation difficile des trafics. Aujourd'hui, nous comptons beaucoup de véhicules à Kinshasa. Combien de véhicules? Le gros embouteillage du mardi 10 décembre a poussé des milliers de personnes qui revenaient du travail à faire le pied. Certains ont parcouru jusqu'à 12 km à pied. C'est le cas de Lydia qui a marché de Kitambo Magasin dans l'ouest de Kinshasa jusqu'au centre-ville, soit près de 10 km. J'ai quitté Magasin jusqu'à Sozakom à pied. Il n'y a pas de transport en commun. En plus, il y a beaucoup d'eau sur la route. Vous pouvez voir par vous-même l'état dans lequel je me trouve, mais mon objectif est d'arriver à la maison. La réhabilitation des anciennes routes et la construction des routes secondaires demeurent la solution idoine pour fluidifier la circulation routière dans la capitale pendant les périodes pluvieuses. Le gouvernement congolais a récemment débloqué plus de 25 millions de dollars américains pour cette fin. Les travaux ont commencé sur la majorité des routes qui mènent vers le centre d'affaires de Kinshasa. Fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Réunis en congrès. La première ministre Judith Suminwa a reçu le mardi 10 décembre une délégation de l'Association congolaise des banques ACB conduite par sa présidente Marie-Gabrielle Kalinga-Opéré, DG de Standard Bank. Il était question pour la chef du gouvernement d'évaluer les efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère, notamment la baisse de prix de produits pétroliers. Au moins 8 miliciens Mobondo ont été tués lors des affrontements la nuit de lundi à mardi au village Ibuka dans les territoires de Popokabaka dans la province du Kwango, a annoncé l'armée. Elle dit avoir capturé 2 autres miliciens dont un blessé et récupéré 5 armes. Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, restez branchés au programme de Mondico Télévision. Bonsoir.